Quand je dis à un client, il faut que tu sois prêt psychologiquement et financièrement, ce n'est pas des mots à la légère. C'est vraiment que les deux sont essentiels. J'ai mis un bordel comme j'ai rarement mis ici à Dubaï, mais j'ai fini par avoir gain de cause encore une fois. C'est une façon de travailler, on a choisi de travailler de cette manière et tant mieux, mais c'est pas facile tous les jours. Salut Noria, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois. C'est parti Noria. Alors Noria, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Premièrement, une question que les clients se posent. Bon, certains ont la réponse, d'autres non. Comment est rémunéré un agent immobilier à Dubaï? Alors, c'est vrai que on n'ose pas forcément nous poser la question. C'est souvent des questions qui viennent bien après. On est rémunéré, en tout cas, quand c'est du marché off-plan, donc des projets qui sont lancés et qui vont être en cours de construction, on est rémunéré directement par le promoteur. Donc, ce n'est pas l'acheteur qui nous rémunère. Notre commission, elle est due par le promoteur. D'accord. Ouais, mais il y a pas mal de choses à préciser. Là, je pense que tu n'es pas rentré assez dans les détails parce qu'il y a pas mal de clients qui pensent que, par exemple, en allant directement chez le promoteur, ils vont réussir à avoir un meilleur prix, alors que pas du tout. Les prix sont fixes. Il y a des fois possibilité d'avoir des discounts, mais ça, c'est en fonction de la hauteur du paiement que le client va faire. Si, par exemple, un client paye cash, quand je dis cash, ce n'est pas forcément en espèces, paye tout d'un coup la totalité du bien, ben là, il va forcément avoir une remise. Des fois, il peut payer 50%, avoir une remise. Des fois, même 40%. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec un client, il a réussi à avoir une remise. Ça, c'est en fonction de la hauteur de son paiement. J'ai envie de te dire, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Mais en tout cas, le client, quand il va en direct chez le promoteur, il n'a pas un meilleur prix. Ce n'est pas le client qui nous paye, c'est le promoteur qui nous paye. Alors, à hauteur de combien? Malgré que ça doit rester du privé. Mais ça dépend des promoteurs. En fait, il n'y a pas de commission fixe. Il y a des promoteurs qui payent mieux que d'autres. C'est pour ça que certains vont plus chez certains promoteurs qui payent mieux que d'autres. Mais voilà, ça c'est important parce que je pense que tout le monde doit le savoir, malgré que je pense que c'est un peu logique. Mais sur le marché off-plan, on n'est pas rémunéré par le client, on est rémunéré par le promoteur. Ce n'est pas un montant qui est mis en plus dans le prix de l'unité. Quoi dire d'autre à ce niveau-là? Mais je pense que tu as tout dit. C'est un pourcentage que l'on a sur le prix de vente qui est différent d'un projet à un autre, d'un promoteur à un autre. Il n'y a pas de règle précise là-dessus. Tu as des promoteurs effectivement qui rémunèrent plus. Tu en as d'autres qui rémunèrent un peu moins. Mais en tout cas, voilà. Sur du off-plan, on est payé par le promoteur. Donc sur le marché secondaire, c'est différent, Noria, donc si tu peux nous expliquer. Alors sur le marché secondaire, c'est différent. Il y a une part qui est réglée par l'acheteur de 2% et une part qui est réglée par le vendeur de 2% également. Donc ça, c'est la règle générale. D'accord, tu peux un petit peu plus détailler, s'il te plaît? Tu veux que je détaille comment? Il faut détailler, parce que là, pour toi, c'est clair et logique, mais ça ne le sera pas forcément pour la personne qui va nous écouter. On applique 2% sur la valeur du bien côté acheteur et 2% sur la valeur du bien côté vendeur. C'est comme ça qu'on se facture. Voilà, sur la valeur du bien au prix où il est vendu le jour de la vente. Exactement. C'est important, tu as vu, des fois, ça peut être anodin pour nous parce que nous, c'est notre métier, mais quelqu'un qui nous écoute, qui cherche à apprendre l'immobilier, il doit avoir les détails, le plus de détails possible. Bref, aujourd'hui, toi, je sens que je vais te faire, d'ailleurs j'ai une petite surprise pour toi, après je vais te poser une petite question piège. C'était pas prévu. Moi, je l'avais prévu en tout cas dans ma tête, mais en tout cas, je vais te poser une question pour voir ta réaction en live et ta connaissance et surtout ton avis. Bon, je sais que ton avis sera pertinent, mais voilà. Sujet suivant. Alors, ok, on fait de l'immobilier, on gagne bien notre vie, hein, ça paye bien, on va pas se mentir, ça reste un travail assez compliqué. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les galères que rencontrent les agents immobiliers? Les galères du quotidien, que ce soit avec un client, avec un promoteur. Je pense que tu es assez habitué à ça, donc je te laisse parler. Et si tu n'as pas tout dit, je raconterai un petit peu des anecdotes moi aussi. Alors c'est vrai que souvent le métier d'agent immobilier, les gens ont tendance à l'idéaliser parce qu'ils pensent que c'est un métier qui est assez facile.
C'est loin d'être facile, c'est beaucoup de travail. En tout cas, quand tu veux réussir et perdurer dans le temps, c'est beaucoup, beaucoup de travail d'être agent IMO. Et on est confronté à des difficultés, hein, je pense que comme dans tous les métiers. Alors, il y a tellement d'anecdotes, mais les principales, ça va être les suivantes. On peut être parfois en galère avec le promoteur. Ça peut être une galère quand, par exemple, on nous annonce un lancement et que nous, on prépare nos clients pour une certaine date et que le lancement, soit il est reculé ou soit même il est avancé. Ça est arrivé là très récemment. Donc ça, c'est une difficulté à gérer parce qu'on conditionne les clients à ce moment-là. On essaye toujours de les préparer un minimum quand même avant un lancement de projet. Donc ça, c'est une galère que l'on a avec les promoteurs. Malheureusement, il faut bien savoir qu'on n'a aucune main dessus, hein. Nous, on a simplement les retours du promoteur. Donc, on n'est pas du tout responsable de ça. Et parfois, tu peux avoir des retours clients qui sont un peu perturbés parce qu'on leur a dit, voilà, le lancement, il est lundi. Et finalement, on leur dit, non, en fait, c'est cette semaine. Et donc, le client, lui, il n'a même pas le temps de faire le nécessaire ou, en tout cas, d'avoir ce temps-là dont il a besoin pour se positionner. Donc ça, c'est une galère principale que l'on a rencontrée quand même, je trouve, ces derniers mois, ces histoires de lancement. Côté client aussi, on peut avoir des galères, soit des clients qui ne sont pas prêts financièrement au moment où il faut passer à l'acte, alors qu'on leur a bien dit de faire le nécessaire. Et au moment où il faut passer, entre guillemets, à la caisse, on se rend compte que le client a peut-être sous-estimé l'urgence de la chose, de faire la démarche en temps et en heure. Donc après, nous, on se retrouve à devoir négocier avec le promoteur un délai pour qu'il puisse attendre, entre guillemets, le client. C'est souvent le cas quand il y a des virements bancaires qui sont faits. Ça, j'en ai déjà parlé sur le podcast précédent, sur un des podcasts. Quand on fait un virement qui part de la France, ça peut être une très, très grosse galère. À l'heure où je te parle, tu étais avec moi, hein. Il y a un client qui s'est retrouvé aussi un peu en galère pour faire partir son virement, alors qu'il a réservé une unité, que le promoteur attend son versement. Et pour autant, il s'est retrouvé bloqué de son côté, alors que, voilà, on leur dit de préparer les choses. Tu peux m'aider aussi, hein, parce qu'il y en a tellement que... Là, la situation auquel on a été confronté récemment, là, par rapport au changement de prix. Ah oui, alors grosse galère aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au lancement d'un projet, j'ai un client qui s'est positionné sur une unité, d'accord, qui a fait marche arrière, donc ça peut arriver. Cette unité, je l'ai eue entre les mains et donc je l'ai attribuée à un autre client. Sauf que ce qui se passe chez ce promoteur, mais comme beaucoup de promoteurs, quand tu as une unité qui revient dans l'inventaire, généralement, le promoteur, il s'octroie une augmentation de prix sur cette unité. Donc, quand j'ai fait, moi, le point avec la personne avec qui je travaille chez ce promoteur, elle m'a communiqué un nouveau prix que j'ai présenté au client, qu'il a accepté. Et donc, mon client, il s'est engagé sur ce prix-là. Mauvaise surprise. On s'est rendu compte, bien après, surtout quand mon client a reçu son contrat de réservation, que le prix qu'on lui avait annoncé, ce n'était pas le prix présent dans le document, c'était un prix différent et qui était supérieur au prix qu'on avait annoncé au client. Donc là, grosse difficulté, parce qu'il ne faut pas, d'une part, faire paniquer le client. Donc, il faut savoir le rassurer sur ce qui se passe. Et après, c'est des grosses discussions avec le promoteur qui sont plus ou moins faciles et plus ou moins agréables, en tout cas. Et tu t'es retrouvé, hein, parce que là, c'est plutôt toi qui as géré Comment ça se fait? Tu as tiré la sonnette d'alarme. Alors, il faut savoir que tu n'aimes pas que je fasse des interventions chez les promoteurs, parce que c'est vrai que j'ai une manière assez particulière de communiquer avec eux. Après, moi, je le dis toujours, je vais toujours dans l'intérêt du client et je ne supporte pas ce type de situation. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, dans cette situation-là, est-ce que tu te vois dire au client, je suis désolé, finalement, ton unité pour laquelle tu t'es engagé, pour laquelle tu as déjà versé de l'argent, elle va être plus chère que prévu. Donc déjà, le client, il va mal le prendre. Nous, on va passer pour des tocards. Donc, et au final, en plus de ça, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le promoteur, grosso modo, il t'a dit, si c'est pas bon pour vous, on annule l'unité. Exactement. Et nous, ça nous fait perdre une vente. Ça nous a fait perdre du temps, de l'énergie, parce que faut savoir qu'un client, un client qu'on doit servir au mieux, c'est beaucoup de travail.
hein, c'est des heures au téléphone, c'est de la logistique, c'est beaucoup de travail, hein, on va pas se mentir. Donc au final, ben, à la fin, si tu as fait tout ce travail pour au final passer pour un tocard, et surtout en plus de ça, ben, avoir fait perdre peut-être une opportunité ou même de l'argent à un client, parce que des fois pour rapatrier son argent ici, ça lui coûte de l'argent. Donc moi, pour moi, ça peut pas passer. Donc c'est pour ça que ben, là, pour le coup, tu m'as demandé d'y aller, parce que tu savais que voilà, j'allais mieux me faire entendre que toi. Mais moi, je trouve que c'est normal. Moi, franchement, la vérité, je suis pas quelqu'un de méchant, mais je déteste l'injustice et je déteste qu'on me fasse perdre la figure, comme on dit. Et c'est vrai que ben, là, pour le coup, ben, je suis allé, j'ai fait du grand Eichel et au final, on a réussi à avoir gain de cause. Moi, il faut savoir que cette situation m'était arrivée aussi avec un promoteur avec qui je ne travaille plus, pas pour cette raison-là, mais en fait, le promoteur, à l'époque, il fait un lancement. Je lui achète 4 ou 5 unités. Quoi, je vends 4 ou 5 unités. Euh, et en fait, il nous avait fait déposer de l'argent. Même dans les 4 ou 5 unités, j'avais acheté moi un studio à l'époque là-bas, que j'ai revendu d'ailleurs, hein. Mais comment dire, on s'était arrêté sur un prix, sur une unité spéciale, tout ça, et on attendait pour signer le booking form. Et en fait, à chaque fois, il me disait Monday, Monday, Monday. Tous les lundis, c'était Monday, Monday. Et un matin, je me réveille. À 6 heures du matin, je vois que mon sales, mon référent de chez ce promoteur, m'avait envoyé un message. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez venir signer les booking forms. Par contre, il y a une différence. Il m'avait dit small amount. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un petit montant. Small amount, 40 000 dirhams par unité. Donc 10 000 euros, même à l'époque, c'était un petit peu plus. Small amount, 10 000 euros. Crois-moi que j'ai les yeux se sont ouverts comme jamais. Donc là, automatiquement, je lui ai répondu. Je lui ai dit, ben donc, si c'est un petit montant pour toi, tu vas le payer de ta poche. Et il m'avait envoyé un genre de mort de rire. Non, je peux pas. Là, j'ai fait du grand Eichel encore. Je suis parti de chez moi comme Goldorak. J'avais pris le scooter même à l'époque. Je suis parti à fond chez le promoteur. J'ai mis un bordel comme j'ai rarement mis ici à Dubaï. Mais j'ai fini par avoir gain de cause encore une fois. Mais ça fait partie des galères parce que au final, quand tu vois que tu arrives à avoir gain de cause en malheureusement criant, en faisant un petit peu le fou, le nerveux, on pourra dire ça, appeler ça comme on veut, à la fin, tu arrives à avoir gain de cause. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, ils te testent. Ils te testent. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un visage que je n'aime pas montrer, mais malheureusement, ils nous poussent des fois à réagir comme ça. Donc ça fait partie des galères des agents. On a eu aussi une fois, bon, tu travaillais pas avec moi à l'époque, pareil, un promoteur avec qui on ne travaille plus non plus, qui avait promis la signature du SPA à mes clients, du style, je vais donner un ordre dans le temps. Admettons, les clients ont payé le lundi, ils devaient partir le lundi d'après. Le promoteur leur avait promis de signer les papiers, le SPA, le booking form, tout ça, le mercredi. Mercredi, pas de nouvelles. Jeudi, on y va, on nous dit demain sûr. Vendredi, on nous dit demain. Après, on nous dit c'est le week-end. Lundi, les clients partaient. Et le lundi, on m'a promis qu'à 9 h ou à 10 h, je ne me rappelle plus, les SPA, les booking forms allaient être imprimés, prêts à signer. Donc, avec les clients, on s'est retrouvés à passer la matinée chez le promoteur. Et là, pareil, j'ai mis un bordel pas possible. Bon, là, pour le coup, j'ai pas eu gain de cause. Pour le coup, j'ai pas eu gain de cause et même ça m'a causé du tort derrière. Derrière, ils m'ont pas payé mes commissions. Mais ça fait partie, voilà, aussi de toutes ces galères où malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est pas notre faute, mais on reste quand même responsable parce qu'aujourd'hui, le client, s'il passe par nous, c'est pas pour rien aussi, c'est qu'on doit être là pour lui. Comme je dis souvent à mes clients, je serai vos yeux et vos oreilles à Dubaï, mais je serai là aussi pour me battre pour vous. Voilà, ça fait partie aussi des galères. Il y a aussi les histoires de paiement quand le promoteur il n'arrive pas à retracer un paiement. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément la faute du promoteur, parce qu'aussi le client, il doit aussi faire un effort à ce niveau-là. Des fois, il y a des clients qui font des paiements par virement bancaire. 1 mois, 2 mois ou 3 mois après, ils reçoivent un mail comme quoi leur mensualité n'a pas été payée. Et là, tu as le client, il est à distance, il commence à s'affoler. Donc, il commence à te transmettre son stress. Au final, toi, tu t'affoles, tu vas chez le promoteur.
il te dit non, il n'y a pas de paiement. Tu as le client qui t'envoie un screenshot de son application crédit mutuel. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Tu sais, aujourd'hui, les promoteurs, ils font énormément de transactions, donc on a besoin d'un Swift Copy. Et malgré tout, derrière, quand tu transmets ce Swift Copy en montrant la preuve que le client a quand même payé en temps et en heure, ben, ton client il peut être pénalisé. Et là, c'est pareil, ben là, il faut que tu fasses la bagarre. Et ben, pareil, je me suis encore fait entendre à ma façon. Mais c'est vrai que ça fait partie des galères. Et ça fait partie... ben, en fait, j'ai envie de te dire, pour résumer tout ça, que si c'était aussi facile que ça de gagner l'argent qu'on gagne, tout le monde le ferait, malgré qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le font. Mais Et, peu de personnes ne durent. C'est ça peu de le... personnes durent, peu de personnes ne tiennent leurs engagements aussi. Mm, mm. Mais c'est vrai que voilà, on rencontre quand même pas mal de galères. Pareil pour les paiements. Aussi, les paiements, c'est toujours... Ah ça, c'est horrible. Les clients qui oublient leur paiement, alors je leur en veux et je leur en veux pas parce que ça peut sortir de la tête, mais il faut savoir que en fait, le client il va se réveiller quand il a une alerte du promoteur en disant bah, t'as pas payé, tu vas avoir des pénalités. Et bah, c'est nous qui recevons les coups de fil du client affolé. Oui, je vais avoir des pénalités, j'ai oublié, tu m'as pas dit que je devais payer, etc. Et toi, tu essayes de faire comprendre au client quand il achète un bien immobilier, il est aussi responsable de son achat, c'est lui propriétaire. Moi, je suis là, OK, pour l'accompagner, le conseiller, mais je ne peux pas me faire une alerte tous les mois de me dire tel ou tel client doit payer. Alors, je le fais, de temps en temps, je reprends les booking forms de mes clients pour un peu me mémoriser un petit peu les dates de paiement. Mais tu vois, ne serait-ce qu'hier, j'ai dû relancer 2 clients qui avaient totalement zappé leur paiement. Donc ça va, ils n'ont pas reçu de relance du promoteur. Mais c'est aussi parce que toi et moi, on veut travailler propre, on veut travailler bien. Et on est conscient... en tout cas, on fait attention au bien-être de nos clients. Parce qu'il y a des agents, tu sais, qui s'en foutent totalement. Ils ne vont pas chercher à t'aider si tu es en galère avec le promoteur, si tu es en retard pour tes paiements, etc. Donc, c'est une façon de travailler. On a choisi de travailler de cette manière et tant mieux. Mais c'est pas facile tous les jours. Ouais, mais bon, après, le problème, c'est que, comme tu as dit, et moi, pour moi, j'ai du mal à croire qu'un client, il oublie de payer. C'est pas il oublie. Moi, pour moi, c'est peut-être il a pas, peut-être, euh, je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais moi, un jour, j'ai une cliente, elle m'a appelé en panique, en me disant, oui, j'ai reçu des mails de relance du promoteur, ils veulent m'annuler mon unité. Je dis, mais pourquoi? Tu es à jour dans tes paiements? Elle là me dit, j'ai oublié. Je dis, mais non, t'as oublié. Il y a oubli pour que tu reçoives un mail aussi virulent, c'est que c'est pas une mensualité que tu n'as pas payée. Donc bref, elle avait oublié de payer, pas oublié, elle n'avait pas payé plusieurs mensualités. Et quand je lui dis, mais tu regardes pas tes mails, elle m'a dit, non, mais moi, je suis pas une personne qui regarde les mails. Ok. En plus de ça, je parle pas l'anglais. Ok. Donc en gros, c'est ma faute, parce qu'en fait, de la manière à laquelle elle s'adressait à moi, ça voulait dire en fait limite que c'était de ma faute. Mais à un moment donné, moi, tu as vu, si tu me poses pas la question, moi, à partir du moment où tu achètes un appartement, à moins que tu en aies 1000, tu es censé savoir que tu dois payer des traites. Euh, Si tu lis pas, tu ouvres pas tes mails, c'est pas ma faute, tu n'es pas censé le deviner. Et si tu parles pas l'anglais, aujourd'hui, quand même, on a des outils de traduction très faciles d'utilisation. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, si tu n'y arrives pas, s'il y a un truc que tu ne comprends pas, comme je le dis aux clients quand ils signent avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, on est réactif, tu vois. Et au final, ça, après, ça, c'est notre type de client, ce sont les clients qui sont de mauvaise foi. Ça, c'est clairement de la mauvaise foi. Mais ça aussi, ça fait partie des galères. Parce qu'en vrai, le sujet initial, c'est les galères que rencontre l'agent immobilier. Ça fait partie des galères aussi parce que quand tu n'as pas de conscience professionnelle, que tu n'en as rien à foutre, ça passe. Tu passes à autre chose. Tu raccroches, tu passes à autre chose. Tu peux aller jouer au paddle. Quand tu fais le maximum pour que ton travail soit nickel et que derrière, tu as un client de mauvaise foi qui essaye de te rendre coupable d'une chose pour laquelle tu n'es même pas au courant, ça fait partie des galères. En tout cas, je parle pour moi parce que je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Mais on pourrait en parler pendant des heures des galères qu'on rencontre parce qu'on rencontre beaucoup de galères, mais on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, on fait un métier qui malgré que les gens ils peuvent se dire là, c'est un mytho, c'est un métier passionnant. Pour moi, vendre des biens d'exception à des personnes, être là dans l'investissement d'une vie, les accompagner dans l'investissement d'une vie,
moi, ça me passionne. En tout cas, pour ma part à moi. Mais ça reste quand même un métier compliqué, mais il n'y a rien sans rien. On gagne bien notre vie grâce à ça. Il y a les mauvais côtés aussi. Il faut prendre les bons et les mauvais côtés. Voilà, mais il faut que tout le monde en ait conscience. Tu as vu, on en a conscience. Il faut aussi que les clients, parfois, aient conscience de la difficulté de notre métier. Ce n'est pas un métier facile. On fait notre part du marché. Il faut eux aussi qu'ils puissent se responsabiliser sur certains points. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, pensez, s'il vous plaît, à regarder vos booking forms et à prévoir vos futurs paiements. Ça nous soulagerait énormément. Pensez à préparer vos transactions bancaires, parce que souvent, c'est ce qui vous bloque. Quand on vous dit, prenez le temps, parce que moi, je suis très chiante là-dessus. Quand un client me dit, je veux par exemple payer par virement, je dis, attends, n'attends pas le jour du lancement, va voir ta banque, discute avec ta banque, vois ce que va te demander ta banque, parce que tu vas voir que ça va être très compliqué. Si on vous dit tout ça, c'est que c'est des conseils vraiment bienveillants. On ne dit pas tout ça pour vous enquiquiner. Il y a des choses aussi, c'est vraiment en dehors de notre volonté, quand on rencontre des galères avec les promoteurs. Donc oui, parfois, ils peuvent annoncer une date de lancement. On n'est pas responsable de la date de lancement choisie par le promoteur. Il faut savoir qu'il y a tout l'aspect marketing du promoteur, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Donc voilà, sachez qu'on fait de notre mieux, vraiment, je pense. Faire plus, ça serait compliqué. Mais comme tu l'as dit, c'est un métier que l'on aime et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi attentif à ces galères et qu'on répond présent et qu'on est là pour nos clients. D'accord. Alors là, on a parlé des galères que peuvent rencontrer les agents. Quelles sont les galères que peuvent rencontrer les clients? Principalement les galères financières, j'ai envie de te dire. Comme je l'ai dit précédemment, hein, se préparer financièrement, ça se prépare. C'est pas faire partir de l'argent de France pour la faire arriver à Dubaï. Ça demande certaines choses à faire au préalable. Donc ça les met vraiment en difficulté. C'est pour ça que j'insiste. Quand vous savez que vous allez acheter un bien à Dubaï, préparez-vous. Quand je dis à un client, il faut que tu sois prêt psychologiquement et financièrement, ce n'est pas des mots à la légère. C'est vraiment que les deux sont essentiels. Donc, tu peux être chaud. Moi, j'ai des clients, ils m'appellent, oui, je veux acheter, etc. Et quand je rentre dans le vif du sujet, je n'ai pas encore vendu mon bien immobilier, j'ai besoin de le vendre pour récupérer mon argent. Je ne suis pas encore allée voir la banque. J'ai mon argent qui est dans un autre compte en banque, il faut que je le fasse venir dans mon compte. Enfin, toutes ces choses-là, préparez-vous parce que le marché à Dubaï, c'est un marché qui est plus faste que celui qu'on connaît en France, surtout quand on choisit des bons projets. Donc, malheureusement, on n'a pas de temps à perdre quand un client a besoin de se préparer financièrement. Il faut que lui remplisse cette part du marché pour que nous, une fois sur le terrain, on puisse être les plus réactifs possibles. Donc ça, c'est la galère, je pense, principale du client quand il veut investir à Dubaï. Il y a la barrière de la langue aussi. Donc, Dieu merci, on est francophone, donc ils arrivent à nous comprendre. Mais encore une fois, tu vois, ceux qui passent directement avec les promoteurs, ils se retrouvent bloqués parce qu'ils ont cette barrière de la langue et se retrouvent tout de suite paniqués. Donc, d'où l'intérêt de passer avec une agence qui parle votre langue. Je pense que ça, c'est essentiel aussi. Quoi d'autre? Je ne sais pas si tu vois autre chose. Non, après, maintenant, chez les promoteurs, il y a quand même pas mal de sales francophones. Mais vu qu'il y a un turnover énorme chez les promoteurs, c'est-à-dire le gars que tu as rencontré qui s'occupait de ta vente quand tu es venu, quand tu as voulu passer en direct, il y a de fortes chances que l'année d'après, il n'y soit plus. C'est très, très rare que les sales restent chez les promoteurs. Mais bon, non, moi, je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Après, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais te poser la question piège. Tu t'attendais pas à celle-là? Je t'écoute. Tu sais que là, les gens, ils doivent me prendre pour un mythomane, mais pour de vrai, je vais te poser une question. Alors, ces derniers temps, on entend beaucoup, écoute bien, on entend beaucoup de gens parler des nouveaux projets qui seront proches du nouvel aéroport. Tu me suis jusqu'à là? Ouais. Alors, moi, là, je vais vraiment faire comme si j'étais quelqu'un de bête et discipliné. Est-ce que pour toi, et laisse-moi finir, est-ce que pour toi, investir proche d'un aéroport, c'est une plus-value ou pas? Laisse-moi finir. Par exemple, on ne va pas parler de la France, on va parler de Dubaï. Aujourd'hui, par exemple, moi, en étant bête et discipliné, est-ce qu'il y a des projets, des top projets qui se trouvent autour de l'aéroport DXB? J'ai envie de te dire non. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, et franchement, c'est du live, là, c'est du live, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça serait judicieux de notre part
de mettre cet argument en avant. Alors peut-être que oui, parce que je me dis quand même, l'aéroport à Dubaï, c'est pas un aéroport simple, c'est un parc d'attractions, j'ai envie de te dire. Ils sont toujours dans le plus, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu pourrais pousser un projet du fait qu'il soit à côté du nouvel aéroport de Dubaï, qui sera le futur plus grand aéroport du monde? Est-ce que pour toi, c'est un projet qui a du poids ou pas? Alors, je n'étais pas du tout au courant de la question, hein. Je rassure tout le monde. Tu me prends de court, oui et non, parce que j'ai mon avis sur la question. Pour moi, très honnêtement, c'est pas une plus-value d'acheter à côté d'un aéroport, pour plusieurs raisons, hein. Tu as toutes les nuisances. Être au-dessus de couloirs aériens, je ne sais pas à qui ça plaît, mais en tout cas, ça ne me plaît absolument pas et ce n'est pas ce que je conseillerais à mes clients. Si tu veux, l'arrivée de cet aéroport, c'est une plus-value pour la ville, ok, pour Dubaï. C'est un argument supplémentaire. Après, de là à aller proposer des projets à proximité de cet aéroport, pas du tout, je ne le ferai pas. Voilà, au moins, tu as ma réponse. Non, mais moi, alors, ta réponse, elle est logique, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, c'est une crainte chez les clients quand il y a un aéroport ou un train qui passe à côté, c'est sûr que c'est limite un problème. Maintenant, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup, parce que même quand tu vas chez des promoteurs, quand ils te font le briefing sur le projet, ils te parlent de l'aéroport. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être proche de l'aéroport, ça voudrait dire, oui, ben, vu qu'il va y avoir le plus grand aéroport, donc la zone, elle va être développée autour, ou je sais pas en fait. Pour moi, en fait, je te pose la question, et je le dis, je le répète, c'est vraiment une question que j'ai prévu de te poser moi, mais je n'avais pas prévu de t'en parler avant, pour voir vraiment ta réaction. Voilà, pour le coup, tu t'es pas mouillé, hein. Mais moi, en tout cas, si je prends, comme je t'ai dit, l'aéroport d'XB, il n'y a pas de projet intéressant autour de l'aéroport d'XB. Maintenant, est-ce que, ben, parce qu'il y a pas mal de projets qui vont se construire vers l'aéroport, mais est-ce que aujourd'hui, c'est une plus-value pour ton investissement ou pour te dire, ben, oui, ben, vous allez être à 10 minutes de l'aéroport, c'est bien? Mais est-ce qu'on prend l'avion tous les jours? Ben, c'est ça. Est-ce que, tu vois, à part ceux qui travaillent dans les compagnies aériennes et ils ont des logements de fonction, est-ce qu'on prend l'avion tous les jours? Non. C'est une plus-value pour la ville, d'accord? Ok, on va pouvoir dire qu'à Dubaï, il y a le plus grand aéroport du monde qui va desservir je ne sais plus combien de destinations, etc. D'accord, ça c'est un argument favorable pour la ville. T'en penses quoi de cette question? Elle était bien, hein? Elle était plutôt pas mal. T'as vu? Tu m'en as même pas parlé. Et voilà. Bref, Noria, ben, écoute, merci. Merci pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous a apporté des éléments ou que ça a répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et rendez-vous pour un prochain podcast très prochainement, Inch'Allah. Noria, merci, à bientôt. Merci, à bientôt.